Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Tu me dis Stéphane, tu me dis. Tu peux y aller. Je peux y aller? Tu baisses un peu, c'est la musique? C'est un peu la musique juste. Ah là La on moto y est. ronronne trop fort, Eric. Alors attends, avant de démarrer, je voudrais faire une dédicace spéciale à notre ami Plex. Je dis bien son nom pour une fois. Oui. Qui vit dans sa forêt là-haut. Oui, là il est à Paris là en ce moment. Non, Si. ça doit lui faire bizarre. Donc salutations à Plex qui a fait le petit jingle avant et qui a donc réussi à placer Plastique Bertrand dans l'univers d'Allo la planète et d'Eric Lange. Plex. Franchement, personne ne l'avait fait avant. Sauf quand le disque est sorti et j'étais tout petit. Et cela dit, bonjour tout le monde, ça fait très plaisir de recommencer, Flo. Oui, ça fait super plaisir d'être là. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés dans le salon, dans mon salon, non, parce que vous allez entendre des bruits évidemment, c'est pas que mon salon, c'est aussi le salon de Gabi qui habite là, et de Ambre, et de Vlad, et de Tania, et d'India. Donc ça fait quand même un salon où il peut y avoir beau du salon bruit. familial. Voilà, il y a un peu de monde. Bonjour mon Steph. Bonjour. Voilà, calme, zen, comme d'habitude, concentré sur les tâches à venir. Tout à fait. Les ordinateurs, Tout le machin. fonctionne. Il faut savoir que donc tous les 15 jours, quand il n'y a pas de Covid, Steph et Flo débarquent ici avec une radio dans un sac à dos. Ça peut paraître bizarre, mais la technologie aujourd'hui est assez géniale pour ça. Donc il y a une petite console qui fait quoi, 50 cm de long, quelque chose comme ça. quelque chose comme ça. Petite. Un bon Mac, il faut bien le dire, 3 micros et puis voilà quoi. Une Et bonne des connexion internet. et une connexion Ça, c'est internet. quand même Ah bah, nous sommes à Paris 8e. Excuse-moi. Internet, ils te le mettent Ça direct va. quoi. Non mais je te dis ça, en plus c'est vrai parce que c'est blindé de bureaux autour. Il y a très peu d'habitants ici dans ce quartier. Et il y a beaucoup de bureaux et des bureaux très importants. Il y a des banques que tu iras jamais et moi non plus. Et alors eux, Internet, faut que ça marche pour pouvoir racheter Hong Kong et Wall Street. Bref, donc on a Internet. Donc on est là et du coup ça marche très très bien. Ça fait de la radio et on est content parce que ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas pu le faire à cause du Covid. Et oui, Et ben nous revoilà. nous revoilà. Et ben ça fait Ils sont de bien. retour Oui. dans son salon. Alors, tout à l'heure, on passera peut-être un petit coup de fil à notre ami Fabien qui revient de Budapest. Il lui est arrivé des histoires assez marrantes. Il y a nos amis Mélissa et Marc qui sont en Grèce, Julien au Costa Rica. Ruben sera là dans un instant avec un sujet que j'adore. Ruben, t'es là? Je suis là. Allô Rubens? Allô, je suis là. Et Salut coucou. Rubens, tu vas bien? Très bien, et vous? Ah bah écoute, Très bien. Rubens, ravi. On va parler avec toi tout à l'heure d'un sujet qu'on a abordé assez rarement dans cette émission qui pourtant dure depuis longtemps. C'est les, Oui. alors, j'allais dire les Africains. Non, pas forcément. Les personnes qui ont la peau noire et qui voyagent. Exactement. Et bah c'est un autre regard. C'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, c'est un autre regard. C'est autre chose. Aussi bien ton regard à toi que les regards des gens sur toi. Exactement, c'est ça. Nous n'avons pas le touriste de base anglo-saxon blanc. Et non. Et non. Et non. Rubens, bouge pas. C'est une belle histoire. On revient avec toi dans un instant. Là, il faut qu'on parle à Claire et Renaud. C'est ça, Claire? Bonjour, Claire. Bonjour. Bonsoir Claire. Bonsoir, Claire. Bonsoir. On dirait une réunion d'alcooliques anonymes. Bonsoir, En Claire. même temps, il y a. Bonsoir. Bienvenue. C'est le soir aussi en Bretagne, il n'y a pas de décalage horaire. T'es en Bretagne. Comment ça va, la Bretagne? Alors, vous confinez? Oui, bah oui, je suis idiot, moi. Oui, j'ai l'impression que c'est les... Non, il n'y a pas que on Paris. est confiné pas très loin de la mer, donc on n'est pas à plaindre, quoi. Mmh. Ouais, Ouais. C'est ça- un ça peu va. plus cool. Tu peux te On est au balader. vert. Tu peux te promener un peu, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Sur l'eau quand on peut, et sinon à la campagne. Et il n'y a pas de trop grosses villes où on ne s'agglutine pas forcément avec plein de gens, donc ça va. On s'est parlé, il paraît, déjà dans l'émission, oui. Pas depuis qu'elle est sur le web, mais à l'époque, à la maison de la radio, oui, il y a quelques années. Je ne veux pas calculer combien, mais oui. Et vous étiez en pleine balade à ce moment-là, alors? Ouais, je me rappelle pas à quelle époque c'était. Peut-être qu'on rentrait de Madagascar ou d'Algérie. J'ai une mauvaise Autour mémoire des années pour les 2000? dates, mais- Pardon? En 2000, non? Ah non, plus tard, 2010, Ah non, 2012. 2000, Ah, on plus tard. partait en 2000 et on est revenu en 2003, 3 ans plus tard. Après, il y a eu Madagascar, après l'Algérie, après le Yémen. Je sais plus à quel interstice on s'est croisés, mais en tout cas, déjà une fois, ouais. Je t'arrête tout de suite sur le Oui. Yémen. Mm. Vous êtes allé au Yémen? C'est rare que je tombe sur des gens qui sont allés au Yémen. Ben, Franchement, pour moi, c'est un de mes plus beaux voyages, le Yémen.
absolument dingue. Je ne sais pas ce qui va rester de tout ça, de ces gens. Mais ouais, c'est un endroit dingue qui ressemble à rien de ce qu'on connaisse. Même nous, on connaît un petit peu le monde arabo-musulman au Moyen-Orient, au Maghreb. Mais là, on est encore transporté dans autre chose. Enfin, si tu connais, tu sais de quoi je parle. Je parle pour Mais les c'est un pays auditeurs, arabe, hein, mais d'ailleurs. On sait pas. c'est dingue. C'est dingue. C'est un voyage dans le temps. C'est des cinq sens qui sont transportés. C'est des gens. Ouais, non, c'est complètement fou. Tu plonges dans un livre d'aventure. Et je voulais juste préciser, oui, c'est considéré comme un pays arabe, hein, le Yémen. On est encore dans le monde arabe. On est dans le monde arabe. Non, et un livre d'histoire, oui, un livre un livre d'aventure, un livre d'architecture, un livre d'aventure. Enfin, ça renvoie à plein de choses, ça renvoie à plein de textes, ça renvoie à plein de pages de l'histoire, ça renvoie à plein de parfums. C'est un endroit incroyable. Magique. Et puis nous, on a aussi eu la chance à l'époque d'aller à Socotra, qui est un archipel yéménite qui se situe au large de la Somalie, qui là, en termes de déconnexion, est bien aussi, bien en haut de l'échelle. Et c'est encore autre chose là. Et là, c'est plutôt pour l'aspect nature et faune, flore qu'on va là-bas. Il y a 2 endroits dans le monde où j'ai vraiment eu l'impression d'être totalement ailleurs. Je pense, où l'Occident était totalement effacé, en fait. Voilà, où il n'y avait plus les repères occidentaux. C'était au Yémen et en Inde. Voilà, c'est les 2 seuls endroits où je me suis dit... En plus, moi, la première fois que je suis allé en Inde, c'était une époque où il y avait encore un blocus. Il y avait un blocus, il faut le savoir, à un moment. Comment elle s'appelait ? Indira Gandhi, la Première ministre, oui, qui avait fait un blocus. Elle avait interdit les importations pour que l'Inde apprenne à être autosuffisante. Ça a marché, puisque maintenant, ils font des satellites, des ordinateurs, tout ça. Et moi, j'étais sur la fin de cette histoire. Et en fait, quand t'arrivais là-bas, tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et en fait, il n'y avait pas de pub Marlboro, il n'y avait pas de pub Coca, il n'y avait pas tous ces trucs que tu retrouves dans le monde entier. Oui, et il n'y avait pas ça. Et au Yémen, il y a ça aussi. T'es déconnecté de l'univers occidental, mais pour de bon, quoi, pour de vrai. Il n'y a pas de repère. Je dirais que, alors nous, on a été en Inde plus récemment que toi, sans doute. Hein. Je dirais que ce qui fait la particularité du Yémen aussi, c'est que c'est un pays qui est resté hors du temps, mais même dans les villes. C'est-à-dire quand on va en ville en Inde, alors maintenant c'est vrai, mais sans doute aussi il y a quelques années, il y avait de la modernité, ça dépend comment on la qualifie, mais en tout cas une forme de vitalité économique, de développement. Même en plein Sanaa, il y a quelques années, il y avait encore des moulins à huile qui tournaient avec des dromadaires, quoi. Et quand on va dans les villages des montagnes, on voit des femmes qui vont chercher de l'eau à des kilomètres, qui n'ont pas l'électricité, qui sont aussi mariés très jeunes à des hommes très âgés, qui vivent au premier étage et au rez-de-chaussée, il y a des bêtes. Enfin, c'est totalement surréaliste, quoi. Ouais. Et en même temps, il y a un côté très dur, hein, parce que c'est des gens qui ont des vies dures. La condition de la femme, n'en parlons pas, t'en vois pas. Hein, c'est spécial Cheddar. Donc c'est tout dans que des silhouettes noires là. C'est très très dur. T'es presque gêné de trouver tout ça extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire, parce que c'est là. Oui, c'est vrai que c'est une situation. J'entendais qu'on parlait de voyageurs noirs et blancs là justement. C'est vrai que c'est souvent c'est une situation dans laquelle le voyageur occidental, blanc et riche se trouve souvent confronté, et c'est le dilemme de plein de réflexions qu'on se fait quand on voyage. Est-ce que je dois être là ? Comment je dois me comporter ? Quel regard ces gens-là portent sur moi et quel regard je dois porter sur eux ? Enfin, c'est des grands débats, mais c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Et puis, quand on écrit des livres aussi, c'est toujours la question qu'on se pose, à savoir, est-ce que je suis légitime pour apporter ça ? Et comment je dois le faire pour être au plus juste ? Oui. Et voilà, et intègre. Voilà. Alors attends, on va en venir au livre justement, parce que tu es là pour ça aussi. Mais juste avant, je fais une petite réflexion sur ce que tu viens de dire sur le Yémen. Moi, c'est un des rares endroits où il n'y a pas eu ce rapport touriste qui a de l'argent. Ils s'en foutaient. Et en fait, ils s'en foutaient de moi. Tu vois, j'étais là, je me baladais dans leur pays. Et il n'y a pas beaucoup de touristes au Yémen, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ils s'en moquaient. Bon, j'étais là, quoi. Il n'y avait pas du tout le côté que tu trouves à peu près partout dans le monde, qui est évidemment... Où tu as le touriste. Évidemment, t'es là, tu voyages, tu dépenses en 3 jours ce qu'ils gagnent en un mois. Donc forcément, il y a un rapport qui est faussé dès le départ. C'est pas si grave, c'est comme ça, c'est la vie, on va pas pleurer. Mais là, il n'y avait pas ça. Là, vraiment, ils sont cognés, les gars, quoi. D'abord, on est les premiers responsables généralement d'une forme de dérèglement économique, parce qu'on vient injecter effectivement beaucoup d'argent là où il y en a peu, et on vient créer du désir et des besoins là où il y en a pas forcément, ou en tout cas pas les mêmes. Mais nous, on a vécu la même chose en Algérie, et c'est pour ça que ça me renvoie moi à la question de la responsabilité
encore une fois, du blanc occidental riche qui va ailleurs dans des endroits où effectivement il y a un décalage de revenus, de mode de vie. Et en fait, c'est des choses qu'on constate encore aujourd'hui dans des endroits qui sont peu fréquentés. Et en Algérie, nous qui est un pays qu'on connaît très bien, où il y a peu de tourisme, même si on a une culture non pas qui est proche, mais en tout cas un lien qui est proche pour différentes raisons, et c'est un pays qui est beaucoup plus développé que le Yémen. Il y a cette intégrité encore, mais qui aussi, à mon sens, est liée à un sens de l'hospitalité arabo-musulman qui est assez unique. Alors évidemment, par ça, je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, mais il y a quand même un truc chez les Arabes et les musulmans qui est inégalable dans ce domaine, il faut bien le dire. Ouais. Bon, attends, le temps file et on a beaucoup de monde. Or donc, vous en êtes où là? Alors, vous avez fait vos carnets, vous avez fait vos livres, ou qu'est-ce qui se passe? Faut sortir la carte bleue, on appelle qui? T'as laissé un RIB? Ouais, alors faut Vas-y, d'autant fais plus de la vente sortir. flash, vas-y. Bon, alors allez-y, sortez la carte bleue. Non, mais il faut d'autant plus sortir la carte bleue qu'il faut aider les artistes, les auteurs, les dessinateurs, les galeries, les librairies, et on peut le faire à peu de frais. Alors pour nous, l'année 2020, elle devait être très festive. Et en fait, pas du tout. C'est ballot. C'est très ballot. Pour nous, c'était les 20 ans de notre premier grand voyage. Et à l'occasion de ces 20 ans, puisqu'on est parti effectivement en mai 2000 pour la première fois tous les deux, et on est parti pour un voyage dont on ne savait pas combien de temps il durerait ni où il nous emmènerait. Et finalement, ça a duré 3 années. On est revenu 3 ans plus tard. Et on a publié donc un premier récit de voyage qui s'appelle 3 ans de voyage. Et donc cette année, on fêtait les 20 ans avec une réédition chez La Martinière de ce carnet récit de voyage. Enfin, nous, on préfère l'appeler récit de voyage, dans un format plus petit, moins cher. Donc ça tombe bien, en période de crise, il coûte moins cher puisqu'il coûte 29 €. Et cet événement qui devait se faire au printemps était accompagné d'une exposition dans une galerie à Paris avec laquelle travaille Renaud. Et double anniversaire qui est tombé doublement à terre, évidemment. Le livre a été d'abord reporté, l'exposition annulée. Alors on a sauvé les meubles en décalant la sortie du livre donc au mois de septembre, donc il est en librairie. Et l'exposition qui est encore actuellement à voir jusqu'à jeudi prochain au numéro 26 de la Place des Vosges, dans une charmante petite galerie qui est la plus ancienne de la Place des Vosges. Et on vend là plein de dessins qu'on n'avait jamais voulu vendre, et pour l'occasion, on avait sorti nos cartons en disant on va marquer le coup et on va, voilà. Voilà les ça, cadeaux de Noël, c'est les chouette. enfants. Les cadeaux... Attends, tu dis Place des Vosges à Paris? Renaud travaille avec la Galerie 26, qui était au numéro 26 de la Paris. Place des Vosges à Mmh, Paris. oui, oui, voilà, Attends, et- c'est trop la classe. Elle est même Elle nous ouverte lâche. demain. T'as vu comment elle nous lâche ça, Place des Donc en Vosges? fait, vous Mais l'avez c'est- ouverte Ouais. jeudi, non? Mais c'est magnifique. Alors moi je vous le dis, Place des Vosges, Oui. vous pouvez aller en Algérie, au Yémen, au Japon, en Syrie, en Inde, et voilà, en émettant 0 carbone et pour le prix d'un ticket de métro, et c'est même ouvert le dimanche. Et Trop dis-moi, bien. alors pour qu'on se rende compte un peu, par exemple, si je veux offrir un dessin, c'est quoi, quel est le budget à peu près? Ça va de 800 à 3000 €, quoi. Ah ouais, quand même. Mais sinon, il y a des livres entre 25 et 49 Non, mais €. Voilà. attends, ça va, je comprends. Il y a un moment, on a une cote et il faut vendre Eh ses ben, œuvres, hein, chers amis. voilà, si on veut, tu me demandes, moi je te réponds. Absolument, et absolument. voilà, Non, mais je voulais voilà. savoir si on était dans la catégorie 50, 100 €, il y en a beaucoup, ou si on était passé dans une catégorie d'artistes Ouais, reconnus et avec des cotes, quoi. Donc là, on y est. Oui, si on veut parler de cote, mais c'est surtout de quelqu'un qui dessine depuis 30 ans et voilà, qui pratique et voilà, après, à chacun de voir si c'est cher ou pas. Je pense que le tu cher, sais, il dépend de l'affection qu'on veut mettre dans un achat, Ouais, et tout si à on fait. peut le faire, évidemment. Mais après, les livres, c'est moins cher et c'est bien aussi. Non, mais t'inquiète pas, je connais, j'ai quelques amis peintres qui sont dans mon salon Ah et oui, qui m'ont coûté bien. un bras. Mais... Un petit paquet de tableaux. Mais bon, voilà, t'achètes, tu Voilà. dis, je les En ai, tout c'est cas, beau, on peut ça quand va. même aller voir l'expo, même si on n'achète rien. Alors, pour faire vivre les artistes, c'est mieux, mais c'est Ouais. quand même bien, et c'est jusqu'à jeudi prochain. Voilà. Ok, Très je vais y bien. aller, moi, je vais y aller demain, dimanche ou Ah bah, lundi. voilà. Voilà. Non, Avec j'y vais pas plaisir. demain. Stéphane, il me regarde comme ça. Non, t'y vas pas. Mais pourquoi tu Moi, je serai dans le train demain. T'as mon, Mais alors, t'as mon vous, agenda. moi, Ouais, j'en sais rien, je m'en vais. J'inverse la question, vous êtes où physiquement là? Là, on est On physique. échange par SMS pour préparer une émission, mais même physiquement, je ne sais pas où vous êtes. Bah moi, alors Flo et On est Steph dans le habitent dans la Pampa à En Ardèche, à c'est Aubenas. à Aubenas, voilà, en Ardèche. Ouais. Et moi, je suis vers le métro Villiers, juste en dessous du métro Villiers. C'est pas très loin de chez toi, là. D'accord. Pas très loin de la place des D'accord. Vosges. Voilà. Ok. Et Très donc, on est tous là à Paris. On est tous à Renaud Ah a ouais, habité à une époque rue Le Bouteux. Je sais pas où c'est.
Bah, c'est au métro Villiers. Ah bon? D'accord. Il y a Bah, une faut rue, voyager dans ton quartier, hein. Bim. Oh, ça va. Les Bah, autres, déjà les c'est la autres. rue des Villes, quoi. Il y a une rue parallèle avec Ah un ouais, moi, magasin je de connais. chocolat Non, mais on y est qui passé fait tout des à l'heure, en livraisons plus. à 5 Oui, heures on du est- Il y a matin. une très bonne boulangerie. Ah, c'est là votre fameuse Oui. boulangerie? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ça Ils rien. m'ont, Quand ils m'ont- on sort ils du m'ont- ma- ils m'ont trouvé une C'est ça. boulangerie l'autre jour que je savais même pas que c'était là. Je suis là depuis 10 ans quand même. Ouais, hein. c'est vrai, on lui fait découvrir Ouais. les Ben, environs. Juste en face, il y a une rue qui part, c'est la rue Le Bouteux et voilà. Ok. C'est Bon, là. alors oubliez la rue Le Bouteux, amis auditeurs, pensez à la place des Vosges et allez Ouais, acheter c'est allez voir nos amis. C'est Bon, ça. Claire, Voilà, merci et beaucoup. Bah, on allez se dans croise. les librairies aussi. Mais oui, bien Ah sûr. oui. Claire, merci beaucoup. Embrasse Renaud et Merci je à passe, vous. je passe vous voir, promis, Bisous à vous demain deux. ou dans la semaine, avant jeudi en tout cas. Avec plaisir et bon vent à tout le monde, bon courage et bonne fête. Salut. Merci, Merci. Claire, à Ouais, bientôt. merci de votre appel, au revoir. Au revoir. 26 places des Vosges, monsieur, dame. Les bouquins, donc 30 € à peu près. Et les dessins, là, c'est si vous avez une âme de collectionneur. Voilà, on est dans cette catégorie. Oui, oui. Rubens. Mon cher Rubens, Bonsoir, Rubens. ça va? Oui. Bon, t'as écouté, t'as vu, on est bien. Et attends, il faut qu'on résolve un problème parce que les bières sont vides. Ah bah j'y Ah, vais. c'est vrai, ça ne va plus du tout. Je suis le préposé. Alors, comme tu t'occupes de la technique, ça fait partie de. Comment tu trouves ce petit saucisson Alors, ardéchois Ardéchois. Rubens, ils m'ont ramené un saucisson d'Ardèche. Tu croques dedans, Ouais. bah t'as le nom du cochon, quoi. C'est un, Il est vivant, le truc. c'est un Et, élevage à... C'est du cochon noir, c'est un élevage à C'est- taille humaine. C'est super bon, Voilà. mais Ouais. tu sais, quand t'achètes ton saucisson au G20 par flemme de temps en temps, Ouais. tout à coup, tu te rends compte que tu manges pas du saucisson dans ces cas-là. Je sais pas ce que. Là, c'est tout à coup, c'est dingue. T'as le. Tu as l'animal. Bon, là. c'est pas halal, on est d'accord, c'est pas halal, mais c'est du pur. hein. Mais c'est végétarien, C'est pour le coup. végétarien. Parce ouais. que le cochon mange un peu d'herbe et Voilà, du coup... ça y est, on va repartir dans le débat. C'est une nouvelle théorie qu'on a avec Non, Stéphane sur le n'écoutez pas. végétarien. Voilà, En fait, ça fait partie. tu peux manger le cochon puisque le cochon ne mange que des trucs végétariens. Quoique non, dans les films, le cochon mange les cadavres. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, pas bon. Ah, pas bon. effectivement. pas bon. Bon, celui-là, il est élevé aux châtaignes et au gland. Le cochon, le végétarien ne mange Le pas de cochon chérubin. ardéchois ne mange que des châtaigniers et des glands. Bon, Tout on va peut y bien. aller là. Alors donc, J'y vais de ce pas. il a ramené des bières, le camarade. J'ai mis tes bières, prends-en une de tes grandes à toi Ok, dans le frigo. si Voilà. ça marche. Ok, Voilà, merci. Il faut que tout marche pendant 2 minutes. ça va marcher. Rubens, bienvenue mon cher Oui. ami. Or donc, Merci. posons le décor tout de suite. T'as pas mal voyagé, c'est ça? Enfin, t'as voyagé, je sais pas où ni dans quelles conditions. C'est ça. Ouais. En fait, j'ai voyagé seul pendant 1 an, essentiellement en Europe et en Asie. J'ai beaucoup voyagé en Asie. Mhm. Donc aussi bien l'Asie centrale, donc les stands, que l'Inde, t'en parlais tout à l'heure, le Népal, le Sri Lanka. J'ai passé un peu de temps au Bangladesh et puis Ah ouais. pas mal de temps en Asie du Sud-Est aussi. Belle balade, dis donc, belle balade. Ouais. Ouais. Et il se trouve que tu es noir. Exactement. Ce qu'on peut dire. Et j'ai même écrit un livre à ce sujet, hein, Être Ah ouais. noir et voyager. Que tu viens de sortir. Et alors, pour qu'on comprenne bien, t'es noir, t'es français? Oui, il faut né, grandi à Paris, français, D'accord. originaire d'Haïti. Mes parents sont d'Haïti. Voilà, D'accord. Haïti, ok. Et alors, forcément, il y a un ressenti différent. Une fois, on avait eu je me rappelle dans Allo la planète, un auditeur qui était congolais, mais qui était Ouais. installé en France et qui avait voyagé pas mal aussi et qui disait, et je lui avais demandé, tout à fait innocemment, mais comment ça se fait que je croise pas beaucoup d'Africains sur la route? Et lui Ouais. m'avait dit, déjà, d'abord, il n'y a pas d'argent. Ouais. En 2, c'est difficile d'avoir un passeport quand tu es africain. C'est très dur d'avoir un Très passeport. compliqué. Ouais. Très compliqué d'avoir un passeport qui te permette de voyager. Et puis dès que tu demandes un visa, c'est compliqué aussi. Encore plus. Ouais. Et puis, alors lui il me disait, alors là tu pourras pas me répondre parce que t'es pas africain, mais lui il me disait, c'est pas dans les habitudes des Africains de voyager pour le plaisir. On voyage parce qu'on est obligé, parce qu'on doit aller faire quelque chose, mais on ne voyage pas. Le tourisme, c'est un truc qui est pas encore entré dans les mœurs sur le continent. Enfin, c'est très grand le continent africain, hein, mais de façon générale dans cette culture-là. J'ai rencontré des Noirs d'Afrique qui m'ont dit la même chose. Hein. C'est Ouais. pas vraiment une priorité. En général, quand on voyage, c'est pour voir de la famille qui est à l'étranger ou qui est loin. Pas pour Voilà, c'est ça, visiter les temples Ouais. ou voir les attractions touristiques. D'ailleurs, je précise, n'oublions jamais que le tourisme est une invention de blanc. Oui. C'est une invention anglaise, le tourisme. Hein. C'est début 19e.
on envoyait la jeunesse britannique, bon ton, bon teint, se former aux choses de la vie en allant dans les colonies anglaises. À l'époque, la Grande-Bretagne, le royaume britannique, non, vas-y, verse. À l'époque, il y avait tout l'empire colonial anglais qui était immense. Ouais. Et donc, on envoyait le gamin à ses 18-19 ans là, pour qu'il apprenne un peu la vie. On l'envoyait 1 an ou 2 ans en Inde, voyager, se promener, ou je sais pas où. Et c'est là qu'est né le mot tourisme. Qui signifiait à l'époque que le voyage était fait dans aucun autre but que de se divertir et d'apprendre. Voilà, on n'allait pas. Avant ça, on ne voyageait que pour des raisons commerciales. Ça, c'est vrai. Ou pour fuir une révolution, ou parce qu'on était poussé par je ne sais quelle raison. Mais personne ne voyageait pour le plaisir. Pour le plaisir, ça ne se faisait pas. Et eux, ils ont inventé ça. Et pendant très longtemps, les seuls touristes qui existaient en ce bas monde, c'était quand même des blancs occidentaux assez huppés. Il faut de l'argent. Mais c'est ça, une certaine catégorie sociale qui avait le droit. Ça s'est démocratisé. Je vous fais un petit résumé de l'histoire du tourisme. Du coup, je sais pas ce qui me prend. C'est ça. Allez, il est parti. Ça s'est démocratisé dans les années 70 avec l'invention du tourisme de masse et des charters, qui est le mot qu'on utilisait à l'époque mais qui veut dire low cost, des avions pas chers pour le peuple. Et là c'est parti, mais c'est encore resté occidental, ça restait toujours une jeunesse blanche, européenne, américaine, australienne. Et c'est resté comme ça très homogène, et c'est resté très très longtemps. Et donc l'image du voyageur dans l'inconscient collectif mondial, c'est quelqu'un retraité ou jeune, blanc, occidental. Sont arrivés ces dernières années, et c'est tout neuf, les Chinois, les Indiens et les Arabes, parce que le niveau de vie a augmenté, et parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'il y a une classe moyenne qui s'est créée et que du coup, allons-y. Alors là-dedans, donc pour l'instant, les gens dans le monde ont plus l'habitude de voir voyager des Blancs. Et qu'est-ce qui se passe, toi, quand tu arrives en tant que Noir ? Comment tu résumerais en quelques mots ton impression d'abord ? En quelques mots, déjà, il y a les gens qui me regardent, parce qu'ils sont pas habitués, mais vraiment pas habitués. Et quand je dis qu'ils me regardent, c'est ils me fixent, donc ils me fixent avec de grands yeux. Et puis inévitablement, il va y avoir un valeureux qui va venir vers moi, me demander qui je suis, d'où je viens, et puis bien sûr me demander est-ce que je peux prendre une photo avec toi. Donc c'est vraiment ça. Je suis une denrée rare, donc les gens viennent me voir, me demandent en photo. Il y en a un qui demande une photo, et puis on a 3 à côté qui m'ont remarqué, qui arrivent aussi, et puis parfois il y a une vraie queue qui se forme devant moi pour avoir une photo avec moi. Et quand tu dis ça, tu l'as vécu un peu partout Oui. Parce que moi, ça, je l'ai vécu en Inde en tant que blanc dans des bleds. Moi, c'est la question que je me posais. Est-ce que c'est partout ? En Europe de l'Est, je l'ai vécu. En Asie centrale, je l'ai beaucoup vécu. Dans quelques coins d'Asie du Sud-Est aussi. Ça dépend. Mais c'est vraiment en Asie centrale que j'ai le plus vécu ces demandes de photos. Et tu le prenais comment ? Au début, ça a dû te choquer, forcément ? Au début, ça surprend, mais après, moi, je me rends compte surtout que dans 90% des cas, c'est demandé sans hostilité, avec bienveillance. Ce sont vraiment des gens qui n'ont vraiment pas l'habitude de voir des gens comme moi et qui veulent immortaliser l'instant. Donc, c'est sûr que ça peut ralentir quand il y a 15-20 personnes qui demandent leur photo. Et moi, je le fais de bon cœur. C'est pas du racisme, c'est de la curiosité, non. C'est de l'événement. Accueilli comme un bel événement. Non, c'est pas ça. Après, il y a quelque chose qui m'est arrivé assez souvent, et il n'y a pas que moi, il y a plusieurs Noirs qui me l'ont dit, c'est que souvent on nous compare à des célébrités noires. Genre on va m'appeler Will Smith ou 50 Cent ou Snoop Dogg. Et ils sont pas déçus après. Non, je suis pas Will Smith. C'est très régulier, c'est-à-dire que 50 Cent, ça va ? Moi, oui, toi, 50 Cent, ça va ? Je fais, ça va. Oh, tu ressembles à 50 Cent. Mais alors que je n'ai aucune ressemblance avec 50 Cent ou Snoop Dogg ou avec Will Smith. C'est marrant, quand j'étais môme, j'avais un copain, je l'ai toujours d'ailleurs, je salue mon pote Gérard, qui s'appelle Van en fait, qui est vietnamien, et on avait fait un voyage en Tunisie tous les deux. Alors là, je vous parle d'une époque les moins de 20 ans peuvent pas connaître, ou à l'époque où la Tunisie, c'était un peu l'aventure encore. On se baladait en bus, tout ça. Et tout le monde l'appelait Jackie Chan. Tout le monde l'appelait Jackie Chan. Il était viet. Bon, il était absolument pas. Jackie Chan, il est chinois, je crois. Oui, il est chinois, il est de Hong Kong. Mais c'était un asiatique. Et ils avaient jamais vu d'asiatique. Et à la télé, à cette époque-là, la star du cinéma qui était asiatique, c'était Jackie Chan. Et alors, il l'appelait comme toi, comme 50 Cent, quoi. Ils arrêtaient pas de l'appeler Jackie Chan. L'autre, Ok.
c'est marrant, mais après, voilà, on va dire le revers de la médaille, on va dire, c'est que, en fait, ces personnes-là, elles te parlent comme, enfin, comment dire, elles ont plein de clichés dans la tête, d'idées préconçues, et par exemple, moi, on va me parler en mode wesh, wesh, yo-yo, mais comme ça, quoi. Ah ouais. Ils s'imaginent que c'est ma façon naturelle de parler, parce que c'est ce qu'ils ont vu à la télé, c'est ce qu'ils ont vu sur YouTube. Tous les noirs. Et en fait, en plus, Tous les noirs sont des rappeurs de banlieue, en fait. C'est ça, dans le cliché. voilà, exactement. Le cliché. Exactement. Mais en plus, c'est pas fait exprès. Hein. C'est les idées qu'ils ont, en fait. Ah ouais. Et donc, en plus, comme c'est imité, c'est mal imité, en fait, ça en devient ridicule. J'ai envie de leur dire, mais les cocos, arrêtez, quoi. Arrêtez, parce que là, vous utilisez. Mais là, tu mets le doigt sur un truc vachement intéressant, Oui. c'est la transmission des clichés, en fait, d'images par les Ouais. médias. Parce que, du coup, ça veut dire qu'un peu partout dans le monde, ce qu'on voit en majorité comme noir dans les médias, c'est des rappeurs de banlieue. Voilà, exactement. Ou alors. Et des stars américaines. Et des stars américaines. Voilà, exactement. Les stars américaines. Il y a beaucoup d'athlètes aussi. D'athlètes noirs, des basketteurs, Beaucoup, ouais. Serena Williams, tout ça. Il y en a beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a des endroits où tu as senti un racisme, je dirais presque évident, naturel, permanent? Franchement, il s'est pas arrivé souvent, mais je dirais en Ukraine, j'ai ressenti quand même. Ah oui. Alors, En Ukraine, j'ai vraiment. C'est-à-dire que les gens me dévisageaient, me parlaient mal. Non, vraiment, pourtant, je suis pas le genre de mec à voir ça partout, hein, mais là, en Ukraine, j'ai ressenti. Et un deuxième pays où j'ai ressenti, c'était le Bangladesh aussi. Ah ouais, ouais. Parce que tu as remarqué que tu parles du Bangladesh, moi, en Inde par exemple, et un peu partout dans le monde, les catégories qui sont souvent les plus méprisées, c'est celles qui ont la peau la plus sombre. Ouais, la peau foncée, exactement. En fait, en Inde, c'était les intouchables, en fait. Les intouchables, ils sont noirs hein, de peau. Ils sont, les intouchables, ils ont des peaux, enfin, ils font pas africains du tout, mais alors la peau, elle est... Ouais, bien sûr. Ouais, mais après, en Inde aussi, la peau claire, elle est associée à la beauté, la peau noire, un peu à la mocheté. Et puis quand on marche dans la rue là-bas, il y a plein de pubs pour des crèmes éclaircissantes. Donc je pense qu'il y a dans l'inconscient là-bas, c'est comme ça. Plus t'es clair, plus t'es beau. Bon, personne t'a proposé une crème? Non, mais j'ai vu beaucoup de pubs là-bas. Ah ouais. Et est-ce que est-ce qu'il y a un regard, tu penses, différent? Alors tu n'entends rien parce que t'es pas blanc, donc tu peux pas savoir comment on te regarde. Mais moi, je me suis toujours dit, par exemple, quand je me balade en Asie t'es allé en Asie du Sud-Est, hein. En Asie du Sud-Est, le rapport avec les Noirs est différent aussi. Ouais, un peu. Ben, comment dire, c'est un peu l'exotisme. Comment dire, T'es exotique, ouais. Comment? T'es exotique, ouais. T'es bizarre. Exactement. Je suis différent, je suis exotique. On va dire qu'il y a des filles qui ont envie de tester, quoi. On va dire, pour dire ça proprement. Est-ce que tu penses que le fait d'être noir, ça t'a posé des problèmes pour avoir des visas aux frontières, des choses comme ça? J'allais y venir. Pas forcément pour avoir des visas, mais pour entrer dans un pays. Alors pour passer l'immigration à l'aéroport, par exemple. Ah oui. Ça me prend toujours beaucoup plus de temps que mes comparses blancs, par exemple. Hein. Ah oui. Je vais vous donner un exemple. J'étais en Malaisie et j'allais à Singapour en bus. Donc c'était un trajet en bus de 5 heures. Hein. Et on arrive à la frontière. Donc tout le bus descend pour passer la frontière. Le bus est plein, on est environ 50. Et en fait, tout le bus passe, mais genre en 30 secondes, 1 minute. Hein. Et moi, je suis le seul qu'ils ont gardé à la frontière. Ils m'ont dit 6 mois, et puis en gros, j'ai dû les suivre dans une pièce. Et on me posait plein de questions. Où tu vas? Tu viens d'où? Tu restes combien de temps? Est-ce que tu as une réserve d'hôtel? Montre-nous ta réserve d'hôtel. Est-ce que tu as de l'argent? Montre-nous ton argent. Est-ce que tu as une CD? Montre-nous ta CD. Ça a duré 1 heure, 1 heure et demie. Et au final, ils m'ont laissé partir. Enfin, ils m'ont dit, OK, tu peux y aller. Et moi, je leur ai dit, mais écoutez, les cocos, le bus, là, c'est déjà 1 heure et demie qu'il est parti. Ils m'ont dit, écoute, t'attends le prochain, tout simplement. Du coup, je suis sorti de la frontière. Et là, au miracle, j'ai vu mon bus. Donc, en fait, tout le bus était passé. Et ils ont attendu 1 heure et demie juste pour moi. Et donc, je suis entré dans le bus. Et le bus m'a applaudi quand je suis monté dans le bus. Mais tout le bus, hein. Genre, ouais, il a réussi, bravo! C'est fou, c'est fou. Waouh. C'est que des backpackers, donc c'est des mecs, des gens cool, quoi, pas pressés. Et donc, on est arrivé à Singapour et j'ai remercié le chauffeur. Et le chauffeur m'a dit texto, je savais que toi, il te le serait pas passé comme ça. Ouais. En plus, Singapour, c'est particulier. Hein, c'est particulier. Mais enfin. Ouais. C'est une espèce de Suisse de l'Asie du Sud-Est. Enfin, c'est un truc très, très huppé, Singapour.
Voilà. Exactement. Et, Alors, et après, comme il y a t'es une noir, autre alors pays c'est pas, alors ça explique. Là, je suis en train de dire une connerie par rapport à toi, mais ça veut aussi dire que dans leur esprit, un noir qui arrive a forcément pas d'argent. Voilà, et quelqu'un qui Voilà, qui n'a pas de exactement, pognon c'est et qui ça. tiendra pas le coup. Pas Quoi. d'argent. Voilà. Ah ouais. Pas d'argent, sans papier, migrant, enfin parasite quoi. En gros c'est ça. Et là j'ai donné l'exemple de Singapour, mais il y a eu d'autres pays où c'était comme ça. Hein. On va dire que le pire qui me soit arrivé, c'était les Philippines, où alors peut-être dire que je suis partiellement fautif, hein, mais en gros je suis arrivé dans le pays sans billet de sortie. Vous savez le billet pour prouver que vous n'allez pas rester dans le pays. Et vu que j'avais pas ce billet, ils m'ont pas laissé rentrer dans le pays. En gros ils m'ont dit écoute on va te renvoyer d'où tu viens et ils m'ont renvoyé d'où j'arrivais, effectivement. Alors vous allez me dire... Rubens, oui Rubens, juste, oui. le temps file et j'ai 2-3 petites choses à te demander. T'as quel âge? Je t'ai pas demandé t'as quel âge, je sais pas de quelle génération t'es. Ah, moi, je suis pas tout jeune, j'ai 35 ans. 35 ans. J'imagine que t'as des relations et des copains autour de toi qui sont aussi noirs. Oui, exactement, bon, bien sûr, j'en ai, oui. Est-ce qu'ils voyagent? Oui, aussi, pas tous, hein, mais certains. Parce que c'est vrai qu'on croise peu de noirs sur les routes, donc il y a aussi effectivement il y a l'Afrique où là il y a les pays africains où comme on disait au début il y a un vrai problème de pouvoir d'achat et de visa tout simplement, mais tous les noirs qui habitent en Europe et qui sont de nationalité européenne ou américaine ou des Antilles etc, ils ont quand même un pouvoir d'achat plus élevé et un passeport. Toi tu as un passeport français donc européen, tu peux aller où tu veux, donc le problème du passeport ne se pose pas et pourtant on en croise peu. Oui. Est-ce qu'il y a une raison, je sais pas, X, à ton avis? En fait, j'en touche deux mots dans le bouquin. En fait, on grandit pas avec cet esprit aventurier, backpacker, on va explorer le monde. Moi pour donner mon exemple, hein, j'en connais plein d'autres, c'est pareil. En vacances, en général, j'allais voir ma famille d'origine. Donc ma famille, soit c'était Haïti, soit c'était j'ai de la famille aussi aux États-Unis. Donc en gros, on partait là-bas et puis je passais du temps avec la famille de mon père ou de ma mère. Mais on n'a pas cet esprit où on se dit tiens, on va partir explorer le Laos ou le Pérou ou je sais pas l'Indonésie. Le voyage, c'est au bled, quoi. Voilà, en gros c'est ça. En gros c'est ça. Et c'est vraiment en arrivant à l'âge adulte, en commençant à travailler, en gagnant son argent, que là tu te dis éventuellement ah ben tiens j'irai peut-être dans un endroit où je ne connais personne concrètement. Et donc il y en a qui ont ce truc-là et puis il y en a qui ne l'ont pas, qui ne l'ont jamais en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a une génération qui va arriver qui sera empreinte de culture occidentale, donc, puisqu'ils seront nés ici, et qui auront, comme n'importe qui, le réflexe de dire tiens, je vais aller me balader au Vietnam ou je ne sais où? Ouais, je pense que ça va arriver dans les prochaines générations. C'est culturel, quoi. Moi, je pense aussi que ça peut changer. Exactement, c'est culturel. Moi, je vous le dis, hein, j'ai vraiment commencé à voyager par moi-même dans des endroits un peu où je connaissais personne, c'est-à-dire à partir d'environ 20 ans. Mais avant, j'allais voir la famille, tout simplement. Et le bouquin, il s'appelle comment? Alors, le bouquin s'appelle Être noir et voyager. Là, vous pouvez l'acheter. J'aime bien ton titre, c'est les pieds dans le plat, 2 points. Être noir et... Exactement. Non, mais au moins, vous savez de quoi ça parle. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Et la maison d'édition? Ah il est auto-édité, le bouquin. D'accord. Ok. Donc on tape sur Google Être noir et voyager et on tombe sur toi. Et vous tombez dessus. Alors là, vous le trouverez en direct tout de suite. Vous le trouvez sur Amazon, vous le trouverez. À partir de début janvier, il sera aussi sur la Fnac, Cultura, cool. Tout ça, et même en librairie d'ailleurs. D'accord. Ah génial, très bien. Voilà, mais là dans l'immédiat, si vous voulez l'acheter, c'est Amazon. Bon alors c'est bien. Tu sais quoi, je vais l'acheter, je le lis et après tu viens dans mon salon et on en reparle. Ouais. T'habites où? T'es à Paris? T'es en région parisienne? Oui, je suis à Paris, en région, dans le 94, mais je suis à Paris, donc c'est bon. On fait ça, donc je commande ton bouquin, je le lis, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a toujours... je le lis et puis tu viens et puis on en cause. Nickel, merci beaucoup. Super, c'est nous, merci beaucoup Rubens. Ouais, merci à toi, à une prochaine. Être noir et voyager, écrit par Rubens, vous tapez ça sur internet et vous le commandez. Voilà. Merci beaucoup Rubens, merci. À très bientôt. Bye. Ciao. Qu'est-ce qui se passe là? Tout à coup j'ai un petit Flo. Oui, nous avons Julien avec nous, il me semble. Et il te semble bien. Ah, il me semble qu'on a Julien. Salut Julien. Couple d'animateurs radio. Ça savait ça. Ils sont magnifiques. Et je pense que nous avons Julien. Et oui, nous avons Julien. Allô Julien. Oh, ils sont forts, ils sont bons. Oui. Ah, t'as vu? RTL. Salut Julien. Julien Lebem.
Tu les as pas trouvés parfaits, écoute, franchement. C'est des années d'expérience, tu sais. Bah, je vois ça, ouais. Je pense que j'ai connu ce garçon, il ne parlait qu'à son âne. Et dans le micro, t'es bien aussi, tu vois. Tu vois, j'essaye de... Pauvre Marius, tu vas le délustre. Julien, t'es où? Alors là, je suis au Costa Rica. Je suis au bord de route, donc si vous entendez un petit peu de bruit, je suis désolé. T'es au Costa Rica? T'habites là-bas ou t'as réussi à prendre un avion, avoir un test? Comment t'as fait pour arriver au Costa Rica? Ouais, j'ai eu la chance de m'extraire de Suisse, là où j'habite normalement, on va dire. Et puis, il n'y avait pas besoin de test, donc j'ai regardé un petit peu où... Au début, je voulais faire un tour d'Europe en décembre. Ouais. Et puis, l'Europe s'est refermée petit à petit. J'ai regardé où je pouvais aller, et puis le Costa Rica et la Colombie étaient en vert sur la carte, et qu'ils demandaient plus test PCR, juste une assurance en cas de problème. En fait, il y a des fenêtres d'ouverture. Faut regarder faut regarder la planète. C'est et ça, alors, test, pas test. Hop là, on va là. C'est exactement ça, le réflexe voyageur en ce moment. Avec le risque, et camarade Julien. Avec le risque de pas revenir. Et ouais, avec le risque, pendant que t'es là-bas, ils disent pouf, test, allez hop là. C'est ça. Et c'est ce que me disait le gars de l'hostel ce matin. Il me disait en mars, il y a tellement de monde qui s'est fait coincer sur le Costa Rica. Les gens, au bout d'un moment, ils prenaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer en Europe. Donc... On y a pensé avec Gabi, on est allé avec les enfants à La Réunion il y a 1 mois là, à peu près, et on s'est dit est-ce qu'on va pouvoir revenir? Sûr, on avait des billets d'avion, des avoirs chez Air France là, parce que des billets qu'on avait pris qui pouvaient pas voyager, tout ça. Et il y a une petite fenêtre d'ouverture là, il y avait les vacances, il y avait le machin, on y va. Et puis après une fois que tu dis mais si jamais t'as coup La Réunion, ils disent plus personne. Comment on fait? Mais bon voilà. On reste là-bas, ça va, c'était pas si mal La Réunion pour Non, c'était super, mais le bug après c'est qu'il faut travailler pour mettre des sous dans le truc là, mais toi Julien, tu devais partir en avril au départ. Comment tu dis? Tu devais partir en avril normalement. Je devais partir au mois d'avril, j'avais des billets pour le Costa Rica en avril, et puis tout s'est refermé en avril, donc annulé. Je devais passer par le Canada au départ, donc c'était un bazar pour avoir des... comme tout le monde, quoi, avoir des vouchers. Et puis finalement, j'ai réussi à récupérer des vouchers, mais simplement pour un Genève-Montréal, Montréal-Genève, mais ça sera pour avril prochain. Mais le Costa Rica restait dans ma tête, je me disais, c'est quand même il faut que je le fasse. J'ai envie de faire du content, il faut que je le fasse. Et puis le clic 3-4 jours avant avec des billets, vu qu'il y a peu de monde qui voyage, c'était hyper abordable. Non, allez, une ouverture, t'es parti. Ouais, une ouverture, puis j'ai pris un tout petit peu de marge, parce que d'habitude j'aime bien voyager jusqu'au dernier jour et après le lendemain je reprends le boulot. Sauf que là j'ai pris 5 jours de marge. T'as l'expérience maintenant du voyage. J'espère que ça va pas se refermer. Je dois rentrer le 29 ou 30, un truc comme ça. Alors dis-moi, parlons deux mots sur le Costa Rica. De ce que j'en sais, c'est que c'est le premier et unique incroyable. pays. C'est un pays bio en fait. C'est bio le Costa Rica. Ouais. C'est tout bio. C'est un pays qui fait très attention à sa richesse, qui est la biodiversité. C'est 5% de la biodiversité mondiale, juste au Costa Rica. Donc ils ont très vite compris qu'ils s'étaient assis sur une mine d'or verte. Sur une mine d'or verte, exactement. Mais ils sont vraiment convaincus. C'est pas que orienté business. C'est vraiment des gens qui sont sincères. De ce que je sais, il faut préciser, s'ils ont cette diversité incroyable, c'est parce qu'ils sont coincés, pour les gens qui ne se situent pas sur la carte, entre le Pacifique et l'Atlantique. Donc tu as deux climats différents. Enfin, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Deux influences. Oui, alors Gabi rajoute, oui, le Mexique c'est pareil. Oui, c'est vrai. Mais le Mexique est immense. Donc le Mexique, t'as un côté influencé par le Pacifique, t'as le milieu où, je sais pas, et puis l'autre côté. Tandis que là, ça se mélange, c'est ça, c'est tout étroit, c'est au milieu, là, c'est entre les deux Amériques. C'est assez fin, c'est au milieu, effectivement. C'est 5-6 millions d'habitants, donc c'est tout petit. Et c'est très dense en verdure, enfin, tout autour, c'est vert. Ah oui, c'est l'image qu'on a. Costa Rica, tu vois du vert. Et partant de là, mon cerveau a continué à fonctionner. Partant de là, Gabi, tous les États-Unis sont Atlantique et Pacifique. et nous aussi, parce que nous, tu peux aller à pied au Pacifique, suffit d'aller jusqu'à Vladivostok.
Voilà, c'est tout. J'arrête mes réflexions là-dessus, je reviens. Puis au niveau préservation, dans- c'est Ah vrai ouais, que c'est pas la même chose quand même. Non mais Le voilà, type et il paraît qu'il y Costa a, Rica il y a n'a des, pas le même, il y a des trucs de dingue. historique. Ouais, bah, pouf, on Bah, en moi, je suis parlera. sur la côte. Je suis sur la côte Pacifique et le Pacifique m'a appelé et j'y reste depuis que je suis arrivé. Je longe la côte Pacifique. C'est tellement incroyable que je m'en lasse pas, quoi. Et tu sens cette, bon, moi je suis pas très accro. Si, quand c'est beau, c'est beau. Ok, quand c'est beau, c'est beau. Je dis une connerie. Non, mais parce que des beaux paysages, on en voit partout. Est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu te dis, tiens, ici, il y a quelque chose, il y a une âme, un truc différent? Oui. C'est comme si le verre hyper dense et puis des dégradés de verre se jetaient dans l'océan. Donc, si tu veux, c'est une continuité. C'est quand même. J'ai vu des beaux paysages aux Philippines, par exemple, qui sont incroyables, des eaux magnifiques, etc. Mais ce côté verdoyant qui se jette un peu dans le bleu de l'océan, donc c'est les montagnes et puis, c'est des montagnes, les montagnes, les volcans et se précipiter vers l'océan, c'est assez magique, quoi. Donc c'est très spécifique, c'est très spécial. Ouais. Puis t'as une faune, une flore qui sont extraordinaires là-bas. Tu vois, Oui, il nous envoie une petite photo, je reviens là-dessus, mais il nous envoie une photo avec un paresseux dans un arbre tranquille, tu vois. Et lui, il prend ça, voilà. C'est assez. C'est le zoo de Vincennes en permanence, c'est ça? Il y a des trucs qui passent partout. Mais tu es sur leur territoire, en fait. Oui, c'est ça. Puis toi, tu es sur leur territoire. Mais partout? Non, il y a un périph' quelque part, il y a un truc. Rassure Eric, ça y est. Non mais attends, on peut pas vivre. Attends. Je peux pas être dans la pampa. Non. Flo, le monsieur est sur place, il va nous dire. Est-ce qu'il y a un périph'? C'est la pampa apprivoisée, c'est-à-dire que c'est très vivable. Il y a pas de risque, si ce n'est qu'il y a des centaines d'espèces de serpents. Et il y en a que 22 venimeuses, me disait quelqu'un du coin, donc ça rassure un tout petit peu. Mais au moins ça peut arriver à tous les coins de rue un peu partout. Mais c'est peut-être moins dangereux qu'en Australie où tu sors les poubelles et tu peux te faire piquer par une veuve noire. En Australie, ils ont que des trucs qui tuent les gens, plein. Donc non, c'est assez safe, ouais. Et on prend vraiment son kiff à se balader dans une vraie nature. Alors c'est domestiqué, comme tu dis. T'es pas au milieu de l'Amazonie avec des piranhas. Enfin, c'est domestiqué avec la possibilité d'être comme on est en Amazonie. Par exemple, il y a le parc du Corcovado dans le sud du Costa Rica qui, lui, a 3% des 5% de la biodiversité. Et ce parc-là, il est accessible seulement avec un guide. Et puis, c'est une jungle dense et profonde. Mais la plupart des parcs naturels du Costa Rica sont comme tu dis, domestiqués et puis hyper accessible. Donc vous moquez. C'est cet équilibre entre nature et tourisme qui marche bien. C'est bien ça que je voulais entendre. Vous voulez venir parce que vous moquez. Faut le rassurer. Mais non, mais vous moquez. Mais j'ai quand même mis mes pieds dans des endroits extrêmement hostiles pour l'être humain. Dans la forêt amazonienne justement, dans des déserts, des machins. Mais oui, et il y a des moments, tu te dis, mais j'ai rien à foutre là, les gars. Je suis pas à ma place. Je suis pas bien, quoi. Non, mais sérieux. Et il y a d'autres endroits où je suis allé, qui étaient en Malaisie, par exemple, où tout le centre de Malaisie, c'est pareil, c'est une zone protégée. Qui est aussi voué au tourisme, beaucoup. Où, les Malaisiens eux-mêmes les palmeraies, ils montent là-haut, ils vont, c'est des forêts luxuriantes, magnifiques. Comment dire, eux ils appellent ça les rainforests, tu sais, c'est les très très anciennes, etc. Mais tu sens quand tu te balades là-dedans que t'es en territoire domestiqué. Tu vois, tu sens que la forêt est préservée par les hommes volontairement. Tandis que quand t'es à Maripasoula en Guyane. Et tu sors du village et tu marches un peu, tu te dis là il y a rien qui est domestique. Je suis en danger. Le steak haché c'est moi quoi, c'est le truc, tout le monde va voilà. Non mais sérieux, tandis qu'il y a des endroits et j'ai l'impression que le Costa Rica, de ce que j'en ai compris, c'est quand même ça, c'est que tu peux aller te balader un peu partout à peu près en sécurité, non? Enfin on sent que ça oui, je te rassure, c'est domestiqué. Par contre, tu vas pas partout tout seul. Voilà. Il y a beaucoup d'endroits qui sont un petit peu, pas barricadés, mais qui sont repérés. Et les parcs nationaux, tu as déjà des droits de passage, puis ça permet de canaliser un peu ceux qui rentrent et puis pouvoir si tu ressors aussi. Regarde, sur les parcs un petit peu plus dangereux, ils te mettent un guide avec toi. Donc voilà, c'est possible. Il y a un peu de tout, mais ils vivent beaucoup du tourisme. Donc
Donc voilà, ils ont tout fait pour que. Une dernière chose, cher ami, ouais. c'est cher, c'est abordable, on est dans des budgets faciles. Enfin, je sais pas. C'est cher. Ouais. C'est la Suisse de l'Amérique centrale, comme ils l'appellent. Lui, il est suisse, donc il est bien, ça va. Voilà, c'est ça. Je suis pas la Suisse de l'Amérique centrale. C'est pas donné, ouais. Une chambre en hostel, un dorm, c'est 15-20 dollars la nuit, donc ça fait vite, en y restant longtemps, ça fait vite un petit budget, mais ça la va. Nourriture est hyper. La Non, nourriture mais 15 dollars, attends, 15 dollars, on s'en sort encore, 15 dollars. Évidemment, on n'est pas oui, bien sûr. aux Non, mais on est en 3 Asie, dollars quoi, du trou du cul voilà. du Bangladesh, mais on n'y est pas non plus. Donc, non, 15 dollars, bien c'est. sûr. J'avais peur que tu me dises des tarifs à la Dubaï où à moins de 150 dollars, il n'y a rien. Non, il y a c'est accessible. tout, il y a tout, en fait, il y a. Ouais, il y a tout. Il y a des endroits de luxe parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui viennent quand même, qui adorent un peu le luxe. Et puis il y a quand même des backpackers du monde entier. Donc ils ont fait un peu une offre étendue. Voilà. 15 dollars la nuit, tu l'as pas en France. Hein. Je dis ça, je dis rien même. Voilà. 15 dollars, oui, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Non, mais donc c'est abordable. Eh bien, nous allons aller plonger tous ensemble au Costa Rica et on sera bien. Voilà. Dans le Pacifique, ouais, exactement. Poursuis bien, Super, Julien. merci, Julien. Merci d'être passé. Balade-toi bien. Vous aussi, hein. À bientôt, bye. Et Tout de suite, on a Mélissa et Marc avec nous. Ok, d'accord. Allez. Tu fais jingle aussi en même temps. Bah oui, si tu veux. Oui, vas-y. Allez la planète. Sur Allô la planète, Voilà, retrouvez Mélissa et Marc et tout de suite avec Eric Lange. Je suis scotché. C'est bien. Mélissa. Là, faut que je parle. C'est ça. Elle s'entraîne. Oui, c'est ça, Faut maintenant, il faut que tu intervienne. parles. Bah oui, casse pas tout. Mélissa ou Marc et Marc. Il dit rien. Salut, Mélissa. Steph. C'est un sacré lancement là. Hein. T'as vu ça? Hey. C'est du. Et puis elle fait Bonsoir, le Marc. hey derrière. Hey, attends, je suis dedans. Là. Appelez-nous et gagnez un mois de salaire. Vas-y. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous dire ça, mais on n'en est pas là. C'est un mois de salaire au Bangladesh, peut-être. Ah, petite réflexion, c'est pas qui parle un peu. Mais alors quand il parle, voilà, ça calme. Tout de suite. Ah, on peut le faire. Ça, on peut. Un mois de SMIC, je peux le faire. Hein, pas. Parce que. Bon, Allez, bref, retour en Grèce. Ils sont en Grèce, pas au Bangladesh. On s'était parlé il y a pas longtemps, Marc. Salut à tous. Bah oui, on s'était parlé il y a bien 3 ans même. Ça fait un petit moment. Ouais. J'avais dit pas Amérique longtemps. latine, à Bon, je l'époque. vais 3 ans. Okay, Ah, mais c'est le pas temps tout. passe, Mais on ne voit pas. On était à Ushuaia. On venait de descendre la Patagonie en stop. On avait raconté ça, ouais. Et là, vous êtes arrivé où maintenant? Vous êtes en Grèce? Et pourquoi faire? Donc on est à Athènes, ouais. Bah, c'est vrai que depuis qu'on est parti en Amérique du Sud, on a eu un petit peu la bougeotte derrière. On est rentré brièvement en France et puis après on est parti vivre à Tunis puisque Mélissa a été prof dans un lycée français là-bas, prof d'histoire géo. Moi j'ai suivi. Ah, je m'en souviens de ça. Ça, je m'en souviens. Ouais. Ah ouais. Alors le coup du mec qui a suivi sa meuf qui est prof à Tunis, je m'en rappelle. Ouais. Mais c'était pas pendant pendant le printemps arabe? Non, c'était peut-être pas. Non, je pense pas t'en avoir parlé de ça, mais après, oui, il y a des tas de gens qui suivent leurs femmes, hein, même en Tunisie, ouais. Ah bah ça, il y a plein de mecs qui suivent leurs femmes, même sans bouger, même en restant sur place. Je dis ça, je dis rien. Ils suivent. Donc du coup, ouais, non, on a passé qu'une année à Tunis et c'était pas pendant le printemps arabe, c'était un petit peu plus calme. Et après l'année dernière, on était en Australie en mode backpack, travailleur galérien, etc. Et puis là, Mélissa a de nouveau repris un poste d'enseignement, mais à Athènes. Donc voilà. Et du coup là, il a je suis le plus bon en plan, le gars là. Il laisse sa femme passer devant, trouve un boulot, j'arrive. C'est ça. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Magnifique. Moi, je suis à la maison, je fais la popote, tranquille. Oh, il reste à la baraque, il fait la popote, moment de travail, et on change de pays tous les ans, c'est beau. Voilà. Gabi, tu veux pas faire prof? Bon, on a envie de... Ouais, c'est pas mal, hein, c'est vrai. La popote. Et alors, non mais vous, c'est marrant, alors c'est vous changez de pays tout le temps, c'est ça? Ouais, ben alors bon, c'est pas forcément calculé comme ça. D'ailleurs là, on aurait peut-être envie de mettre un peu de poussière sur la valise. On a pris un chat à la maison, voilà. C'est quand même... Bon, il y en a qui prennent des lapins. Hein. Non, alors Gabi, elle fait le signe enceinte. Non, parce qu'elle n'entend pas. Non, ils ont pris un chat. Ce qui est un premier pas, cela dit. Fais gaffe, parce que le chat amène à Ikea, Ikea amène à l'enfant. Voilà.
Ils mettent des trucs dans l'air à Ikea, tu vas là-bas, tu reviens, t'es enceinte, fais gaffe. Non, le chat, il est bien. Ouais, c'est bien ça. Ok, un chat. Donc un chat, ok. Ah, le chat, premier pas vers la steppe. Et vous avez, ça fait longtemps que vous habitez dans des pays différents, tous les. Bah là, ça fait tous les. On a commencé. Ouais, on a commencé il y a 5 ans en fait. Et bon, moi, j'avais quasiment jamais voyagé de ma vie et du coup, arrivé à 30 ans, les remises en question, etc. L'envie de bouger. Et puis du coup, ça me plaît bien. J'ai plus envie de rentrer, quoi. Les remises en question de 30 ans, t'inquiète, ça dure jusqu'à 5 Non, bah, tout le temps, les remises en question. C'est la première remise en question. Ça démarre à 30 ans, voilà. Ça démarre en 30 ans, puis ça s'arrête plus jamais, en fait. Enfin, voilà. Peut-être vers 87, 88, quand t'es plein de cachetons et que tu réfléchis plus. On va y arriver jusque-là. Finalement, c'était pas mal. Tant pis, on a qu'à rester là. Donc, remise en question. Et alors, du coup, remise en question tous les ans. Non, mais vous faites un plan, c'est génial, en fait. En 5 ans, vous avez habité à Tunis, en Australie en Argentine, en Argentine, en Grèce. Et en Grèce, ouais. Sur presque 4 par an. continents différents. C'est vrai. Voilà. Donc après, ça c'est une certaine instabilité. Alors c'est génial, sur beaucoup de points c'est génial, mais sur d'autres après c'est un petit peu frustrant, c'est un peu rapide finalement. Mais bon, c'est après des opportunités qu'on a saisies par rapport à des questions d'opportunités professionnelles, par rapport à l'Australie, une date limite pour obtenir un visa, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu lancé voilà, sur des durées courtes, mais bon, il y a vraiment ce côté frustrant de ne pas pouvoir découvrir plus et de devoir tout bouleverser d'une année sur l'autre. Mais là, en Grèce, on aurait envie de rester un petit peu plus longtemps pour le coup, et puis quand on voit les méandres administratifs que c'est pour obtenir des papiers ici, on se dit qu'on n'a pas envie de le faire juste pour une année, quoi. Ah, mais n'empêche, ce que tu vis là, moi, c'est un truc que je voudrais faire. Parce que j'ai beaucoup voyagé, mais tout le temps, enfin, tu sais. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir me poser comme ça, 6 mois, 8 mois, 1 an. Tu te dis, je me mets là. Découvrir un pays, tu vois. Oui, parce que quand tu habites dans un endroit, t'es d'accord avec moi? Quand tu habites dans un endroit, tu découvres des choses que tu ne découvres pas quand tu passes en voyageant. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses tes courses, il faut que tu payes ton électricité, faut que tu trouves un appart, donc du coup tu te retrouves à aller dans des circuits que tu n'imaginerais pas, faut que tu trouves une bagnole ou que tu achètes. Enfin, j'en sais rien, mais il faut que tu vives la vie quotidienne. Et du coup, c'est ce qui est vachement bien en plus, parce que c'est un vrai truc de feignasse, enfin intellectuel, parce que non seulement tu le fais, mais en plus ça t'amuse. Puisque tu redécouvres à chaque fois, tu dis, bah comment ça? Parce que demander son compteur électrique à Paris, c'est une galère. Tandis que quand tu découvres, t'arrives en Australie et tu dis, oh là là, comment ça marche ici? Et tout devient marrant. C'est pas vrai? T'es en vacances tout le temps, on n'a pas fait que rire en Grèce, hein, pour le coup. Hein. Je peux te dire, là, vraiment, je pense que c'est le numéro 1 en termes de merdier administratif, et puis tout service confondu. Hein. C'était vraiment assez difficile même, hein, mais voilà, après on en garde des bons souvenirs forcément à la fin, mais c'est vrai que cette remise en cause quotidienne où bah voilà, il y a en plus le grec, bon, même si les Grecs parlent dans l'ensemble très bien anglais, pour communiquer c'est assez rassurant, mais après c'est quand même une langue qu'on apprend, qu'on découvre, donc quand t'es dans la rue, tout est un peu différent, tu maîtrises pas vraiment donc ce qui se passe, donc c'est toujours une façon de se remettre en question et d'être ouvert sur l'extérieur systématiquement, et voilà, comme tu dis, aller faire les courses, ça devient une curiosité, quoi. Je veux bien, et en même temps il y a un petit côté vacances permanentes. Exactement, c'est toujours ce qu'on se dit, effectivement, ouais. Bah oui, tant que tu découvres les choses, il y a toujours ce côté, cette impression d'être dans le fun tout le temps, quoi, même si tu bosses. Et remettons en plus dans le contexte grec, t'imagines bien, on est à Athènes, on va faire un petit week-end, on prend la bagnole, on va dans un ferry et puis on va sur une île dans les Cyclades ou dans voilà, c'est. Ah, vous êtes allé à merde, comment ça s'appelle là où il y a les gens qui courent? Le marathon, voilà, merci Guy. Marathon, il paraît. Plage à côté de Marathon. Voilà, j'ai un pote qui m'a dit, il est allé là-bas, il a dit, tu vas à Marathon, donc c'est à 40 km d'Athènes. Marathon. Près, 42, quelque chose. 42 combien, Guy? Voilà, 42,195, voilà. Je dirais. Et là, il y a le bled de Marathon, et il m'a dit, tu peux louer des petites baraques au bord de la mer à Marathon, c'est extraordinaire. Et la journée, tu peux aller à Athènes pour visiter tout ça, et le soir, c'est vrai. C'est vrai que c'est très très beau par là, et nous, c'est la première plage où on est allé, puisque c'est à 3/4 d'heure de la maison, voilà. Donc.
Et ouais, c'est magnifique parce que du coup, c'est pas le côté vers lequel les touristes viennent. Et bon, après, en plus, pour remettre dans un contexte de Grèce, Covid, hors saison. Bref, nous, on a vécu un mois d'octobre fabuleux ici, où il y avait à se baigner jusqu'au 30 octobre. Il n'y avait pas un chat partout où on allait. Enfin, c'était exceptionnel. Et donc ça, c'est vrai que c'est le côté agréable d'être expatrié dans un pays où il y a tellement de choses à découvrir que quand on vient en vacances 15 jours, 3 semaines, déjà c'est difficile d'avoir 15 jours, 3 semaines pour venir en vacances. Et ben quand on n'a pas le temps d'en faire autant, tandis que là, ben voilà, on est déjà sur place, donc ça va vite. Voilà. Bon, bah, genre, tiens, donc, le conseil de mon pote était bon, mais si tu vas 15 jours en Grèce à Athènes, va pas dans Athènes, va à Marathon, tu loues une baraque là-bas. Et la journée, tu vas visiter l'acropole et tout, et le soir, tu rentres au bord de la plage, t'es tout bien, quoi. Voilà. Exactement, les pieds dans l'eau, tranquille. Ouais. Il y a une vraie ambiance en plus. À Marathon, c'est une vraie ambiance petite ville grecque. Ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Bah voilà, Gabi, on va à Marathon. Voilà, prochain voyage. Voilà. Enfin, avec les deux Schtroumpfs qui sont à côté, là. Mais c'est bien. Mais non, mais ça marche avec les petits. Ça marche bien. Ouais. Eh ben, camarades, merci. Passez donc une bonne vie en Grèce. Amusez-vous bien. Ça Covid beaucoup là-bas. Vous êtes confinés. Vous en êtes où, vous? Ouais, on a été pas mal confinés. Ouais, ben là, on est toujours derrière. Mais on rentre. Demain, on va aller voir la neige. On rentre dans les Alpes, dans la famille de Mélissa, du coup, pour aller passer les fêtes, parce que ça commence à être un petit peu long là. Quand tu connais personne, c'est aussi une des contraintes de l'expatriation avec le Covid. Tu connais personne, on n'a pas eu le temps en 2 mois de se faire beaucoup de potes, donc direct on a confiné et donc c'est un petit peu longué, donc ça va faire du bien de rentrer en famille. L'expatrié sous Covid en chie. Et voilà, du coup, il faut savoir. Ouais, bah, on a testé en Australie. On était confinés en Australie avant pour la première vague. Donc c'est bien. On fait un petit comparatif des. Vous pourrez écrire un petit article. Non, mais déjà, il écrit un bouquin. Alors, t'as pas parlé du Covid. Par contre, t'étais en Amérique latine à ce moment-là. Mais il me semble que tu écris un livre. Oui, non. Ouais, exactement. Ben, justement, quand on s'était eu au téléphone à Ushuaia, on sortait donc de ce périple en stop et on avait eu des belles histoires à raconter. C'est pour ça on s'était appelé. Et puis bon, justement, pendant le confinement australien, t'es un peu bloqué au milieu de nulle part. Tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. On s'est dit, je sais pas, je me suis dit, allez, tiens, je vais replonger dans les histoires de route et puis c'était le meilleur moyen d'écrire. Donc voilà, j'ai écrit un récit sur la Patagonie en stop, des histoires de route, des rencontres. Cool. Et puis c'est publié aux éditions Elitis au mois d'avril. En avril prochain. Ah bah pareil. Putain, bon, allez, t'as de quoi lire. Tu m'envoies tout. De quoi lui occuper ses nuits. Et tu viens dans le. On en parlera, ouais. Tu viens dans le salon. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a eu une vanne. Je me suis fait. Non. De quoi occuper toutes tes nuits, mon cher Eric. C'est vrai. Voilà. Voilà. C'était la parenthèse. Ça l'a perturbé. Reviens Eric, reviens. Bon, je lis la Patagonie et tu viens dans le salon. Avec plaisir. Ça marche. Avec plaisir. Eh ben, à bientôt Marc, merci. Salut Marc. À bientôt, merci. Amusez-vous bien. Oui, merci. Continuez à nous régaler. Ciao. Ciao. Bye. On termine avec le cousin et je te laisse faire le lancement. Allez, le cousin Fabien. Maintenant, je ne sais plus rien dans cette émission. Vas-y, allez-y, débrouillez-vous. Bon, Fabien, le cousin de Gabi, vient dans l'émission. Allez, Eric. Tout le temps. Allez, Eric. Ah, c'est à moi de parler. Bah oui, allez. Fabien. Jusqu'au bout. Salut Fabien. Ouais. Ça va? Ouais. Écoute, écoute bien, on termine. T'es où? T'es dans la rue là? Ouais, je suis dans la rue. Écoute, comme on a un couvre-feu, j'en profite pour me déconfiner un petit peu. Alors il faut savoir que le Parisien sort. Faut savoir que le Parisien sort jusqu'à 19h59. Hein, et parfois il déborde. Parce que Fabien, il est à côté de chez lui. Il y a on dit pas où c'est, t'inquiète pas. Il y a un bar, il laisse des. On peut picoler. T'y allais hier? Eric, je t'entends pas très bien en fait, juste. Bah oui, voilà. Bah, comment on fait alors? Arrête-toi quelque part. Il faut que je m'arrête. Je vais m'arrêter dans un coin. Voilà, arrête-toi. Arrête-toi dans. Il s'est arrêté là? Oui, il s'est arrêté, je pense. Oui. Bon, Fabien, en 2 mots, rapidement, on termine l'émission avec toi. T'étais en Hongrie il y a pas longtemps. Ouais, j'étais en Hongrie la semaine dernière. Je suis rentré dimanche. À Budapest. À Budapest, en effet. J'ai réussi à voyager.
Mais alors, En fait, est-ce que c'est galère? écoute, déjà, j'ai mon petit copain qui est à Budapest. Je suis moitié hongrois. Et j'ai aussi mon dentiste qui est à Budapest. Donc, habite là-bas. Budapest. J'ai mon dentiste, j'ai mon copain et je suis moitié hongrois, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, il fallait que je joigne l'utile à l'agréable. J'avais en effet un implant qui était en attente depuis des mois et il fallait qu'il y aille urgemment. Donc, j'ai réussi à braver des frontières, car les frontières hongroises sont fermées depuis septembre. Et comment t'es passé Comment t'as fait? Écoute, la clinique m'a fait une invitation, mais ça a été un pataquès, puisqu'il a fallu que je remplisse des formulaires de papier pour la police hongroise, pour annoncer mon arrivée. Et en fait, il faut que tu sois en quarantaine 10 jours. Mais la quarantaine hongroise, c'est pas la quarantaine française, ou même, je pense que c'est pas la quarantaine de beaucoup d'autres pays. C'est que là, t'es vraiment fliqué. Alors, il y a un petit truc qui choque un peu les Français. Moi, ça m'a un peu surpris aussi. En fait, en arrivant à la douane, on m'a donné un grand autocollant rouge. Interdiction d'entrée, genre pestiféré, quoi. Enfin, il n'y a pas marqué pestiféré. Mais voilà, pour signaler que j'étais en quarantaine. Et l'autocollant en question, l'autocollant en question, quoi? Tu l'as posé tu l'as mis sur la porte, c'est ça? Ah ben, on m'a demandé dès que j'arrivais dans mon Airbnb, de le mettre sur ma porte. Et personne n'avait le droit d'entrer dans mon appartement. Oh là là. Ouf, et pourtant, t'étais testé négatif, on est d'accord. T'avais fait un test avant de partir. Alors, j'étais négatif la semaine d'avant où je devais y aller normalement. J'étais positif, malheureusement. Mais entre-temps, du coup, j'ai tout décalé d'une semaine et j'étais négatif. Mais en fait, quand tu présentes un deuxième test négatif, j'en ai fait un avant de partir de Paris, en arrivant. Donc, le deuxième test négatif que tu dois resoumettre à la police, à partir du moment où c'est une deuxième fois négatif, ils te laissent encore 24 heures te faire chier, à être enfermé. Mais ensuite, ta quarantaine est levée. Donc, j'ai réussi à voyager. Donc, c'était quand même très, très lunaire. Surtout l'aéroport, je pense. C'est ça, ouais. En fait, d'arriver à Charles de Gaulle. Ouais, Charles de Gaulle, quand je suis arrivé, j'étais quasiment seul. En arrivant au comptoir Air France, il y avait peut-être 3 ou 4 personnes de staff d'Air France qui arrivent. Mais tu as même pas de queue. C'est même pas qu'il n'y a pas de queue, c'est qu'il n'y a personne. C'est fou. C'est vraiment étrange. Et en revanche, le vol était plein. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a très peu de vols, mais voilà. Ils remplissent, pour être sûr qu'on se mélange bien, parce que. Bon, pardon. Sinon, à quoi ça sert? Si on promène pas un peu de Covid. Ouais. Mais, donc, en fait, le vol était plein, mais en effet, je passais par Amsterdam. C'est vrai que c'était un Air France Canada. Ah oui, d'accord. Mais attends, je reviens sur l'histoire de l'autocollant. Donc, quand tu arrives à la douane, on te donne un autocollant rouge que tu dois mettre sur ta porte pour signifier aux gens de ne pas venir chez toi. Pour signifier aux gens de ne pas venir chez moi et pour faire comprendre au voisinage que tu es potentiellement porteur du Covid et que tu viens d'arriver en Hongrie. Ce qui crée des relations super sympas avec le voisinage. C'est convivial. Alors ouais, je t'avoue que je me suis un peu caché, j'ai pas non plus... Tu m'étonnes. Et voilà, j'ai un ami par exemple qui a perdu sa grand-mère 2 jours après, qui est aussi d'origine hongroise, qui a atterri lui, qui a pris un billet en dernière minute, tu vois. Ouais. Et son frère aussi, et eux, ils ont eu la visite de la police et des militaires avec les Kalachnikovs, avec les mitraillettes, qui sont passés pour vérifier qu'ils étaient bien, qui apparemment étaient très sympas quand ils ont frappé à la porte. Mais voilà, ils étaient sympas parce qu'ils respectaient les règles et la quarantaine. Mais oui, voilà, c'est une autre société, hein, c'est complètement différent là-bas. Tu sais. En fait, le truc qui est marrant, c'est que les gens sont pas... Enfin, moi, en tant que Français, allez, je veux pas utiliser le mot choquant, mais c'est très surprenant pour moi de voir ces pratiques et ces manières de faire. La police hongroise est beaucoup plus dure que la française, tu vois. Tu négocies pas, tu papotes pas. Oui, et puis les Hongrois sont habitués finalement. Ils sont habitués, c'est ça. Je crois qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un président qui est un peu plus extrême que le nôtre, et puis ils ont aussi été pendant des années dans quand même sous la pression du communisme, et donc ils sont très obéissants aussi. Oui. Attends, si je résume, Fabien, c'est pas le moment, parce qu'on avait prévu d'aller faire la teuf avec Fabien à Budapest, mais il vient à Budapest, on va s'éclater comme des bêtes, sortir toute la nuit, machin. Comme là, ça le fait pas, là, je sens que... Ouais, je te rappellerai qu'en fait, il y a quand même quelqu'un du parti
du gouvernement hongrois qui a fait la teuf, lui, bon pas à Budapest, mais à Bruxelles. Il y a Oui, 10 une jours. partouze, disons-le. Il s'est fait gauler dans une touze. Et un mec d'extrême droite, en plus, si je me rappelle bien. Non, un mec du gouvernement qui a fondé qui a fondé le parti. Et pouf. Le parti Fidesz avec Orban. Oh, c'est bien, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup quand le piédestal s'effondre et que l'homme ne devient plus que ce qu'il est réellement, à savoir une bite. Exactement. Ouais, c'est un peu gentil. Je sais que tout le monde en rigole même là-bas, en fait. Hein. Bah ouais. Surtout qu'il est marié avec femme et enfant. Voilà. Mais c'est vrai, c'est bien. Ça fait du bien, ça. Le gars, maintenant, il peut dire n'importe quoi, c'est mort, quoi. C'est fini. Mais non. Ça, c'est sûr. Non, t'es juste comme nous, mec. Tu peux me la jouer comme tu veux. T'es comme nous. Ah, j'aime bien. Ouais. Bon, bref, on va pas faire la teuf à Budapest demain, Fabien. Oui, après, je pense qu'on va pas faire la teuf dans pas mal de pays. On va attendre un peu encore, hein, mais on a vivement hâte de pouvoir enfin reprendre la vie normalement, quoi. Mais c'est vrai que le voyage. Écoute, après, en fait, bizarrement, juste le fait de changer d'endroit, de se déplacer, de prendre un moyen de transport comme l'avion, et d'être autre part. En fait, tu te rends compte que là-bas aussi, il y a un couvre-feu. Les magasins sont aussi, bon, alors on va dire, ils sont ouverts juste avec les règles sanitaires. Les restaurants en Deliveroo ou ce genre de choses. Pas de bar, tout est la même chose, mais bizarrement, psychologiquement, c'est quand même un bol d'air. Oui, je suis d'accord. T'es plus chez toi, quoi. T'es plus dans ton décor. T'es pas chez toi. Ça fait du bien. Quelque chose qui change. Tu prends l'air et t'es ailleurs. Et en fait, la journée, je me suis quand même pas mal baladé dans la ville. Et voilà. Et t'avais pas d'attestation. T'as pas de. Voilà. Il y a un truc qui est pas mal qu'ils ont fait eux dans leur pays, c'est qu'en fait, les commerces de bouche sont réservés aux gens au-dessus de 65 ans entre 9h et 11h du matin. Qui est pas mal en fait. Ah d'accord, il y a des horaires en fonction il y a des horaires pour les vieux, quoi. Hop, ouais, et par exemple, moi j'arrive, je débarque et au bout de 2 jours, à un moment, je descends à la supérette du coin à 10h du matin à acheter quelques trucs. D'accord. Et le mec est tout de suite venu me voir en disant non, désolé, tu peux sortir dehors. Et il m'a servi en fait à la porte de la supérette. Ah ouais. Mais je trouve que la règle est pas mal en fait. Oui, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Il y a un côté un peu ségrégant. Bon. Ça se dit ségrégant? Non, ça se dit pas ségrégant. Ségrégatif. Comment on dirait? Ségrégationniste. Oui, voilà, très bien. Oui. Mais en même temps, c'est pas idiot. Mais en même temps, ça marche. Bah oui, des gens qui ont. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, mon cher Fabien, on vous embrasse, bois une bière à notre santé et passe dans le salon quand tu veux. Bah, toi, tu sais. Ok, je passe dans ton salon très rapidement. Enfin, j'espère. Oui. Vu que maintenant je suis bien négatif. Voilà. À bientôt, Eric. Viens. Allez, ciao, bientôt, Fabien. Salut. Merci, bisous, ciao. Et les gars, on a débordé, il est 7h10, faut y aller. Là. Tu débordes, Eric, ça ne va pas. Je déborde, c'est pas moi, c'est vous. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, l'émission se termine. Un petit mot quand même sur le financement participatif. Un point sur les sous. Allons-y. Un point sur la radio en général. Un point sur la radio en général. Allez, vas-y, Steph. T'as vu comment il parle quand T'as vu un peu? Calme tout le monde. Allez, vas-y. Ok, vas-y le PowerPoint. Non, il aime pas. Vas-y. Non, je suis pas à l'aise si je prépare rien moi. Bon, on en est où alors? On a plus de sous, ça c'est sûr. On a un financement participatif qui est en cours. C'est le fameux Tipeee. Le fameux Tipeee. Vous pouvez le trouver sur le site de la radio Allô la planète. Et puis vous donnez un petit euro, ne serait-ce qu'un euro. Ouais, ou un million, enfin, vous faites ce que vous voulez. Ou un million si vous voulez. Surtout vous privez pas. Mais voilà, si vous voulez nous soutenir, ça serait vraiment parce super. Parce qu'il y a des gens qui sont millionnaires et il y a des gens millionnaires un peu cons aussi et qui veulent se dire, bon, je leur donne un euro. Alors, tu vois, c'est vrai. C'est ballot, faut pas le rater. Le million. Bon, bref, il y a besoin de sous, mais ça va, on tient le coup. Quid dans les nouveautés, dans tout ça. Bon, on reprend les Allô la planète ici. On revient le 9 janvier si Darmanin nous embête pas. C'est ça. Voilà, c'est ça. Si vous embrassez pas tout le monde dans les 15 jours qui viennent, s'il vous plaît, ça devrait bien se passer. Si vous voulez qu'on revienne dans le salon d'Éric Lange, arrêtez de vous embrasser partout. Voilà, vous voulez pas les galoches dans des TGV et ça ira. Que sinon, les fréquences ont doublé en un an quand même. Enfin, entre 2019, année de création de la radio, et 2020, on a doublé les audiences, on a triplé. Bravo à vous les auditeurs, merci. La moyenne d'écoute par auditeur,
On a quadruplé le nombre de visites sur le site. Voilà, ça fonctionne. Voilà. Ouais, mais bravo aux deux là qui sont là tous les deux, hyper modestes. Mais tout ça, c'est Flo et Steph. Voilà, mais on est une quinzaine aujourd'hui. Oui, il y a du monde derrière, mais les mâles alpha, c'est vous. Qui menait la bête. Bon très bien les gars. Voilà. Donc ça marche, donc c'est bien. Donc si on veut que ça continue et qu'on arrive, il faut qu'on trouve un business plan. Et alors là, c'est là qu'on bug, parce qu'on a demandé à Marius, ça. Il a remué 2 oreilles et il s'est barré. C'est ça, exactement. Ouais, il m'a dit, je veux bien vous faire un peu de crottin pour que vous marchiez dedans. Non mais cela dit, sérieusement, on en parlait tout à l'heure, on a plusieurs pistes, on a des pistes plus institutionnelles qui sont des aides de l'État, des régions, etc. Ça on poursuit. On a des pistes pour se transformer en association, je sais plus comment on dit, Stéphane. D'utilité publique. D'utilité publique pour pouvoir effectivement poursuivre, mais aussi pour pouvoir faire des partenariats avec des mécènes, ce qui serait bien. Et la dernière idée aussi, qui est tout à fait autre chose, c'est de se dire, lançons un business, trouvons des investisseurs. Voilà. Pourquoi pas aussi. Pourquoi pas. Donc on est sur toutes ces pistes en même temps. Et si vous en avez d'autres, c'est une radio participative. On est preneur. Si vous savez faire, si vous savez comment on trouve des mécènes, comment on demande des dons aux régions et à l'Europe, et comment on trouve un investisseur qui met 200 000 boules ou plus dans la machine, si vous êtes dans un de ces milieux-là, que ce soit la finance, que ce soit l'institution ou que ce soit le don ou des entreprises qui ont des fondations, des choses comme ça, n'hésitez pas, contactez-nous. Ça marche comme ça à Allô la planète, ça marche comme ça depuis le début. Je sais qu'il y a parmi vous tous, il y a de tout. Il y a des backpackers qui n'ont pas de sous, et il y a aussi des gens qui sont dans la finance, et il y a des gens qui sont cadres sup, et il y a de tout. C'est ça, il y a de tout. C'est le principe d'Allô la planète, tout le monde est là. Donc, qui que vous soyez là-dedans, si vous avez des compétences quelconques dans ces domaines-là, et vous voulez nous donner un coup de main, bien. C'est bien. Voilà, on est preneurs. Et je rappelle qu'on est tous bénévoles, parce que souvent on me dit mais vous êtes salariés. Non, on est tous bénévoles depuis. Ceux qui participent, ceux qui font le graphisme, ceux qui font les jingles, Flo et Steph évidemment, tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas d'argent qui circule. Voilà, c'est ça. C'est fou quand même. Et on met pas mal d'argent dans notre poche. Et puis, tous ceux qui participent, pour faire vivre, parce qu'on y croit tous. On y croit tous. C'est beau. Ne pleure pas, tu as un choix. Vas-y, mets le générique maintenant, parce que là, ça va. Voilà. Je vous ai fait un petit bœuf bourguignon. Ok, cool. À bientôt tout le monde. Faut que j'aille acheter une bouteille pour boire, parce que j'ai mis tout tout le vin dans Eric, quand même. Non mais j'ai mis tout le vin dans le bœuf et il y en a plus pour le. Tu veux nous raconter la petite histoire du bœuf vegan que tu nous as préparé? Allez, c'est parti. Oui, parce que laisse tourner, je vais expliquer, parce que Flo est vegan de temps en temps, même si t'es venu avec un. Bon bref, elle est vegan de temps en temps. Et du coup, je me suis dit, merde, j'ai fait un bœuf bourguignon et Flo est vegan. Et alors, j'ai appelé l'Association mondiale des végans et ils m'ont dit qu'effectivement, s'il y avait plus de vin dans le plat que de protéines animales, ça marche. Et là, je peux dire qu'il y en a. C'est bon. Alors, ça va le faire. C'est bon, on est. Allez, à la paille. Bon, en vous embrassant tout le monde, merci d'être là. Vous retrouvez l'émission en podcast, bien sûr, sur le site d'Allô la planète, la web radio. Et ciao touti, à bientôt. On en refait une dans 15 jours, c'est ça? Le 9. C'est ça, le 9, dans 15 jours. Bonne route. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Le bon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange. Merci.